les titres de l'actualité, en visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika et le premier ministre Ahmed Ouyahia. En Libye, une campagne d'inscription des électeurs pour des scrutins dans le pays a été lancée ce mercredi. Et puis pour protester contre la décision attendue du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, plusieurs dizaines de réfugiés palestiniens ont manifesté ce mercredi. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Au Gabon, le syndicat national des magistrats a tenu ce mercredi au palais de justice de Libreville une conférence de presse. Objectif, dénoncer une fois de plus et avec la plus grande fermeté les émissions intempestives du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, ce qui porte atteinte à l'indépendance de la justice selon eux. Citant la constitution gabonaise, le SINAMAG a rappelé que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Fin novembre, le même syndicat avait déjà interpellé le ministère de la Justice sur l'impérieuse nécessité de cesser toute émission, toute ingérence, toute intervention qui serait de nature à mettre à mal l'indépendance de la justice. Le président français effectue une visite en Algérie depuis ce mercredi. À son arrivée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika et le premier ministre Ahmed Ouyahia. Les précisions dans cet élément. C'est la toute première visite d'Emmanuel Macron en tant que président français sur le territoire algérien. Au programme, dépôt de gerbe au monument des martyrs, rencontre avec le Premier ministre et le président algérien. L'échange entre les deux chefs d'État portait essentiellement sur le développement des relations entre leurs pays respectifs. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. J'étais très heureux de revoir le président et j'étais heureux de pouvoir poursuivre le dialogue et pouvoir lui réaffirmer l'engagement de la France et la volonté de la France de voir l'Algérie réussir pour elle-même et pour sa jeunesse. Et j'ai confirmé au président Bouteflika notre intention de créer une école du numérique avec les autorités algériennes. J'ai ainsi amené plusieurs entrepreneurs, dont M. Niel, qui a développé l'école 42 à Paris, qui est prêt à procéder à une telle opération à Alger. Rappelant l'histoire qui unissait la France et l'Algérie, Emmanuel Macron a appelé à ne pas rester otage du passé douloureux entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, un impressionnant incendie avec de multiples explosions et une fumée qui s'élevait dans le ciel sur des dizaines de mètres ravageait ce mercredi une usine de peinture. L'incident s'est produit dans la zone industrielle d'Abidjan. Les causes de l'incident qui a ravagé ce mercredi une usine spécialisée dans la vente de peinture bâtiment, peinture automobile, froid industriel et autres objets domestiques, situés sur le boulevard de Marseille à Makori zone 4, dans le sud d'Abidjan, ne sont pas encore connus, mais les sapeurs-pompiers sur place se retrouvent face à une situation difficile qu'ils ont tenté de rétablir après 5 heures d'intervention. Bon, d'abord, ça passait par un petit déclenchement sur le mot disjoncteur, mais dans un labo. Et ça n'a pas déjà que ça s'est parti. Donc voilà, la suite là, c'était parti un peu tellement rapidement, donc on a du mal à expliquer là pour le moment. Les dégâts matériels sont effectivement importants, mais à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas encore passé feu éteint, on ne peut pas chiffrer les dégâts. Appuyé du CCDO, la police avait dressé un cordon de près de 500 mètres autour de l'usine au regard de la nature de l'incendie qui était dangereuse et à haut risque, vu le potentiel calorifique de la matière en combustion. Plus d'une dizaine de commerçants installés à proximité de l'entreprise de fabrication de peinture ont été touchés par les flammes. Lancement ce mercredi d'une campagne d'inscription des électeurs pour des scrutins en Libye. La nature et la date des dites élections sont encore affichées et c'est dans le cadre d'un plan pour sortir le pays de la crise.
La Libye compte 3 400 000 d'électeurs potentiels sur une population de 6 millions d'habitants. Cette campagne devrait durer 2 mois. D'après le patron du HNEC, une instance considérée parmi les rares institutions crédibles et indépendantes en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi. L'annonce du lancement de la campagne a été faite par le chef de la commission électorale libyenne en présence de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, pour qui la meilleure solution pour départager les groupes rivaux en Libye était les élections. Mais la nature présidentielle ou législative de cette dernière était encore à définir. Il sera question d'inscrire au moins 1 million de nouveaux électeurs qui viendront s'ajouter aux 1 500 000 de Libyens qui s'étaient inscrits pour les législatives de 2014. Les autorités rivales à Tripoli et dans l'est du pays et de nombreuses milices s'y disputent actuellement le pouvoir. La commission électorale avait organisé les 2 premières élections en 2012 et 2014. Resteront cet exercice démocratique après 42 années d'interdiction sous la dictature de Mouammar Kadhafi. Je le disais en titre, dans le sud du Liban, plusieurs dizaines de réfugiés palestiniens ont manifesté ce mercredi. Ils se sont rassemblés pour protester contre la décision attendue du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem fait objet de multiples appellations, vu le rôle carrefour qu'il a joué dans l'histoire de l'humanité. Cette posture engendre des conflits qui durent depuis des décennies. La reconnaissance annoncée de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis n'est pas du goût des Palestiniens. La Palestine restera la terre de son peuple et de ses lieux sacrés. Ses mosquées et églises resteront au peuple de Palestine, à ses communautés, sans aucune distinction, car nous sommes un seul peuple. Nous les mettons en garde de ne pas jouer avec le feu, car, en fin de compte, le peuple palestinien a le droit de protéger sa terre. Qu'ils ne jouent pas avec le feu, car nous leur répondrons 2 fois plus fort. Malgré le soutien américain à Israël, il ne trouvera aucun assentiment arabe ou international, malgré les difficultés des pays et les peuples arabes, malgré le terrorisme qui les touche. La position arabe respecte les décisions légales internationales et l'initiative de paix arabe. Jérusalem abrite à quelques centaines de mètres de distance entre les murs de la vieille ville des sites saints pour des milliards d'individus. C'est le 3e lieu saint de l'islam où le prophète Mahomet se soit rendu. La mosquée Al-Aqsa, qui se trouve aussi sur le site, lui donne souvent son nom. C'en n'est pas fini. C'est aussi le site le plus sacré pour les Juifs, comme l'endroit où se dressait leur temple. Le Saint-Sépulcre, plus important sanctuaire de la chrétienté, bâti sur le lieu où, selon la tradition, Jésus a été crucifié puis mis au tombeau. Les Juifs considèrent Jérusalem comme leur capitale historique depuis plus de 3000 ans pour des raisons religieuses et politiques. Les Palestiniens, de leur côté, revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. On parle santé à présent. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont fichées comme des régions où la lutte contre l'épidémie de sida stagne. La mortalité des adolescents a augmenté d'1 tiers en 5 ans. Un constat qui représente un scandale pour les associations et l'UNICEF. Coalition Plus, un groupe d'ONG de lutte contre le sida, a dénoncé à travers un communiqué une réalité préoccupante. La mortalité liée au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre est plus du double de ce qu'elle est dans le reste de l'Afrique. Ce tableau a été présenté lors de la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique qui se tient à Abidjan du 4 au 9 décembre. Cette région concentre à elle seule 20% des nouvelles infections au VIH et 45% des enfants naissant avec le virus dans le monde. Une situation qui s'explique notamment par le manque d'accès aux médicaments. Il faut remettre le sujet au centre des préoccupations nationales et passer à la cadence réponse d'urgence. Il ne s'agit pas d'une situation chronique dans notre région, il s'agit d'une situation d'urgence. Il faut mobiliser la société dans son ensemble. Et le fait que la mortalité des adolescents de 15 à 19 ait augmenté de 35% est un scandale. Il faut qu'on se pose la question de pourquoi.
L'une des réponses, c'est que la plupart de ces adolescents ne connaissent pas leur statut. Ils n'ont pas été chercher cette réponse dans les centres de santé, et donc les innovations comme l'autotest qui leur permettrait de savoir leur statut et une protection de la famille qui les accompagnerait dans l'accès au traitement et l'adhérence au traitement serait essentielle. Pour Coalition Plus, l'appui des États les plus riches de la planète reste indispensable, ce qui ne signifie pas que les pays touchés ne doivent pas consacrer davantage de fonds à la lutte contre le sida. Hors du continent africain, visé par des poursuites judiciaires en Espagne, le président destitué de la Catalogne a annoncé son intention de rester en Belgique pour l'instant. Carles Puigdemont s'est exprimé ce lundi au lendemain du retrait par un juge espagnol du mandat d'arrêt européen qu'examinait la justice belge. C'était lors d'une conférence de presse à Bruxelles, aux côtés des 4 anciens conseillers ministres catalans exilés, que Carles Puigdemont a fait sa déclaration. Le dirigeant indépendantiste a ensuite précisé qu'il n'excluait pas de rentrer dans son pays après les élections régionales du 21 décembre en Catalogne, mais sous certaines conditions. Est-ce qu'on peut circuler sans aucun souci ailleurs de l'Union européenne, sauf l'Espagne bien entendu? On n'a pas encore la réponse à ça, et si nous l'aurons, donc on va la communiquer. Mais pour l'instant, on va rester ici. En effet, la justice espagnole a renoncé mardi à demander à la Belgique l'extradition de Puigdemont, candidat aux élections du 21 décembre, préférant attendre qu'il revienne de lui-même en Espagne pour l'arrêter. Il risque donc d'être interpellé s'il rentre en Espagne. Lui et ses ex-ministres ont aussi dénoncé le refus de Madrid d'accepter que le scrutin du 21 décembre se déroule sous l'œil d'observateurs internationaux. Et puis le prix Nobel de la paix 2017 sera décerné le week-end prochain. En attendant, les militants anti-nucléaires, heureux de l'année, ne nourrissent qu'un espoir. Qu'un nouveau traité d'interdiction de l'arme nucléaire va permettre de reléguer rapidement la bonne bombe aux oubliettes de l'histoire. La responsable de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, lors d'une interview avant la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix du 10 décembre, a rappelé que l'attitude à l'égard d'autres armes et de comportements nocifs avait changé du jour au lendemain après leur interdiction. En dépit de la crise opposant les États-Unis et la Corée du Nord, qui génère la plus grave menace nucléaire depuis des décennies, les militants antinucléaires soutiennent que l'abolition rapide des armes nucléaires était très réaliste. Tout d'un coup, ça peut vraiment aller très vite. 10 ans plus tard, on ne peut pas imaginer qu'on avait accepté ça. Je pense beaucoup au tabagisme d'une certaine façon. Nous ne sommes pas restés assis à attendre que les fumeurs arrêtent le tabac. Nous l'avons interdit à l'intérieur et ils ont dû sortir s'ils voulaient continuer à fumer. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule de penser qu'on était assis dans les bureaux et qu'on fumait. C'était vraiment dingue. C'était stupide. Et je pense que ça pourrait être pareil avec les armes nucléaires. Je pense que si vous vous inquiétez que Donald Trump ait accès aux armes nucléaires et qu'il ait la possibilité, par sa seule volonté, de provoquer à peu près la fin au monde, alors vous êtes probablement préoccupé par les armes nucléaires. Parce que ça veut dire que vous reconnaissez que la dissuasion n'est pas à l'épreuve des balles. Je pense que nous avons une fenêtre d'opportunité en ce moment. La situation est extrêmement inquiétante pour beaucoup de gens. La menace nucléaire est revenue. Soudainement, des pays parlent de l'utilisation d'armes nucléaires et cette norme que nous avons depuis longtemps, que l'on ne fait pas, commence à s'assouplir. Mais en même temps, nous avons connu cette année un énorme succès avec un traité qui interdit les armes nucléaires avec la majorité des États du monde qui pensent que c'est la voie à suivre. ICAN, qui sonne l'alarme depuis des années sur les dangers massifs que constituent ces armes, a remporté une importante victoire en juillet avec l'adoption par les Nations Unies d'un nouveau traité les interdisant. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.